Bonsoir. François Gès, qu'est-ce que tu penses des déclarations et des réactions à ces déclarations de Macron le 30 septembre s'agissant de l'histoire de l'Algérie et des relations franco-algériennes? Alors, on peut dire des déclarations totalement stupéfiantes, parce qu'il se permet de faire la leçon. On a d'une certaine façon, enfin moi je ne connais pas de précédent historique à ça, un chef d'État d'une nation qui dit à une autre nation, à son gouvernement, à son peuple, voilà comment vous devez voir votre histoire. Donc je cite ce qu'il a dit, il a dit, en Algérie, l'histoire est totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités. Waouh. Mais d'abord, qui est-il pour se permettre ça? Et qui, eh ben, il se trouve qu'il est président d'un pays, la France, mon pays, n'est-ce pas? Où, donc, si l'histoire a été réécrite, c'est bien chez nous, et notamment notre histoire coloniale. Non seulement elle a été réécrite, mais elle a été effacée. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour apprécier, disons, la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que, comment dire, ce qui constitue l'essentiel, on peut dire, de l'histoire de la République française, en particulier la Troisième République, la plus longue, n'est-ce pas? Celle qui a commencé en 1870, qui s'est terminée au début de la Seconde Guerre mondiale, c'était une république coloniale. Elle était fondamentalement coloniale, elle a lancé la colonisation, on sait très bien quand, avant, à partir des années 1870 et en 1885, le Parlement a voté la colonisation de Madagascar, de l'Indochine, et ensuite ça sera celle de l'Afrique, et ils avaient commencé par l'Algérie dès 1830, n'est-ce pas? Et c'était une république tout simplement raciste. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés commencent à se révolter de mille façons. Bon, j'y reviendrai dans un instant. Et surtout, il se passe que certains, les Algériens, ceux qui ont subi la colonisation la plus longue, se lancent dans une guerre de libération nationale, en 1954, comme chacun sait, qui va durer 7 ans. Une guerre qui va faire des centaines de milliers de victimes du fait de l'armée française. Bon. Et en 62, finalement, le général de Gaulle, qui avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 58, justement complètement lié à la guerre d'Algérie, le général de Gaulle va accorder l'indépendance à l'Algérie, il va y avoir le référendum qu'on sait, et l'Algérie devient effectivement indépendante après avoir arraché sa liberté, son indépendance, n'est-ce pas? Mais alors ce qui se passe en France, et qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, dès l'automne 62, cette histoire-là disparaît. Et pendant plus de 2 décennies, on ne parle plus. 3 décennies avant, dans les manuels scolaires, on disait l'Empire français, on montrait des cartes avec toute voilà, la France répandue partout. Et tout d'un coup, plus rien. Comme si ça n'avait pas existé. Et ça a été très très bien expliqué, notamment par Benjamin Stora, à l'époque quand j'avais publié son livre sur la gangrène et l'oubli, où il montrait que De Gaulle va couvrir la France de monuments aux morts de la Seconde Guerre mondiale, en hommage aux résistants, et on va effacer toute la séquence des guerres anticolonialistes à partir de 1945, et en particulier de la guerre d'Algérie. Et en effaçant la guerre d'Algérie, dont plus personne ne voulait entendre parler en France, on efface ce faisant non seulement la colonisation de l'Algérie, 132 ans, c'est quand même pas rien, une colonisation de peuplement, la plus importante dans l'histoire occidentale, mais on efface tout le reste. La colonisation de l'Afrique subsaharienne, la colonisation de l'Indochine, la colonisation des Antilles, la première colonisation avec l'esclavage, la France était une grande puissance esclavagiste, tout ça, poubelle de l'histoire. Et aujourd'hui, M. Macron se permet de dire que les Algériens falsifient leur histoire. Mais quel est le premier pays qui a falsifié son histoire dans le monde occidental? C'est précisément la France, où elle a effacé tout souvenir de cette colonisation. Et ce faisant, on va enlever, disons, de la représentation des Français, en particulier des jeunes Français, ce qui s'est passé à la Libération. Il ne faut pas l'oublier, ça commence dès 1944 à Tiaroy, au Sénégal, où des anciens tirailleurs sénégalais vont être massacrés simplement parce qu'ils avaient l'outrecuidance de réclamer leur solde, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement, il y a plus de 100 morts. Ensuite, on a Sétif, mai-juin 1945, Sétif-Guelma en Algérie, où tout d'un coup, là aussi, une révolte populaire algérienne est réprimée au prix de au moins 15 000 morts, où l'armée tire l'aviation, enfin des massacres absolument horribles. Ensuite, Haiphong, pareil, en Indochine, au Vietnam, bombardé avec des milliers et des milliers de morts. Mais on pourrait continuer comme ça. Hein. Madagascar, 47-48, des dizaines de milliers de morts, peut-être 80 000. On ne sait pas, on ne saura jamais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la France, pour la France, l'empire colonial, comme je le disais, c'était constitutif de cette fameuse
Troisième République après, et c'est finalement pendant la Seconde Guerre mondiale que De Gaulle s'est appuyé sur ces colonies pour, n'est-ce pas, essayer de contrer le régime de Pétain. Donc, d'une certaine façon, l'empire colonial, il était structurant pour le pouvoir français, d'où cette volonté d'écraser à tout prix les révoltes des colonisés, des indigènes, il fallait les écraser. Et donc c'était le Cameroun aussi, le Cameroun dès 1955 à la fin des années 60, début des années 70, c'est une guerre secrète coloniale qui a fait presque autant de morts qu'en Algérie, une guerre absolument abominable, parce que l'Union des populations du Cameroun, justement, représentait l'ensemble de la population, et c'était des gens qui voulaient vraiment devenir indépendantistes. Et bien donc on les a écrasés, quand on n'a pas pu les écraser, le cas de l'Algérie, on a bien été obligé d'accorder cette indépendance, mais dans tous les autres cas, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pour préserver cette puissance française, n'est-ce pas, qui était d'abord colonialiste, on va faire des fausses décolonisations. Et les indépendances accordées en 1960 à tous les États subsahariens, tous les États d'Afrique noire, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, ce sont des indépendances en peau de lapin. Les constitutions sont fabriquées par des constitutionnalistes français. Et elles incluent des clauses de répression et des clauses d'accord de défense avec l'ancienne métropole, comme on disait. Et en vérité, et on va éliminer, quand il y a des responsables politiques africains, je pense Sylvanus Olympio par exemple, ou des gens comme ça, on les assassine. On les assassine, ou bien qu'ils se révoltent comme Sékou Touré en Guinée dès 1958, la France va déclencher une violence extrême, n'est-ce pas ? Bon. Et donc, on va créer ce qui s'appellera bientôt, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et cette France-Afrique, et c'est là on revient, je m'excuse d'être un peu long, mais on revient à l'explication, la sortie de Macron, c'est que comme ses prédécesseurs de la Ve République, depuis le général de Gaulle, n'est-ce pas, eux, ils essaient d'entretenir le mythe d'une France impériale, coloniale, n'est-ce pas, aussi puissante qu'elle l'était auparavant, en maintenant sous son contrôle, sous sa domination terrible, extrêmement violente, des populations entières dans les 3 continents, n'est-ce pas ? Et donc, pour ça, on a besoin de cette France-Afrique, on a besoin, et on se conduit toujours comme si, pour Macron, la France est toujours un pays impérialiste et colonialiste, évidemment. Il ne le reconnaît pas comme tel, il ne le dit pas. Mais tout son comportement, tous ses propos, tous ses discours sont imprégnés de ce qui a fait cette domination des élites françaises, comme on dit, en fait la grande bourgeoisie, le grand capital. Pourquoi ils étaient en Afrique ? Pourquoi ils ont voulu y rester ? Pourquoi ils ont créé la France-Afrique ? Pour avoir non seulement, bien entendu, des affidés, n'est-ce pas, aux Nations Unies, des chefs de gouvernement qui votent derrière la France, et qui dit que la France, quand même, voilà, ça fait partie des 5 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas rien, etc. Et aussi, bien entendu, pour piller les ressources de l'Afrique, comme ça avait été fait pendant toute la période coloniale, et comment on a continué à le faire, et on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ce que dit Emmanuel Macron est quand même extrêmement grave, parce que il se contredit, parce qu'il a commencé à dire, lors de sa première visite à Alger, avant son élection, que la colonisation était un crime. Et là, il vient nous dire que la colonisation, finalement, n'est pas ce qu'en pensent ou ce qu'en écrivent les Algériens, mais quelque chose d'autre. Et il finit, sur ce volet historique, par dire que, finalement, l'Algérie est une création de la colonisation et qu'elle n'existait pas avant, en mettant en cause de manière tout à fait surprenante l'Empire ottoman à travers la Turquie moderne, comme s'il s'agissait d'une continuité historique sans rupture. Nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est cette reprise à son compte d'un discours d'extrême droite. Le fait que l'Algérie n'existait pas avec la colonisation, c'est le discours de l'OAS. Mais pour moi, ça s'explique fondamentalement par le déni de cette histoire coloniale que je viens d'évoquer. Le déni de cette république raciste, n'est-ce pas, qui perdure aujourd'hui. Elle perdure à travers, justement, il y a eu beaucoup d'Africains, de Maghrébins qui sont venus en France et qui ont fait souche et dont les petits-enfants sont devenus français. Ceux-là, ce sont effectivement des indigènes de la République, qui sont traités comme tels, comme des indigènes, c'est-à-dire des êtres humains de seconde zone, n'est-ce pas ? Et ça, cette mentalité-là, elle a prévalu quand même comme depuis 1830 en Algérie jusqu'en 1962, elle a prévalu en Indochine, elle a prévalu en Afrique subsaharienne. Ce sont des décennies pendant lesquelles les élites françaises ont incrusté
ce racisme congénital. Donc aujourd'hui, d'une certaine façon, Macron, comme enfin, pour reprendre ce que tu disais, en fait, il a parlé de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation en février 2017 à Alger, n'est-ce pas, à la veille de son élection à la présidence de la République. Mais il a dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mais il n'a jamais donné aucune précision. C'est quoi ces crimes? Contre qui? Quand? Comment? Jamais, aucun détail. Et tout ce qu'il va faire ensuite, une fois qu'il est président, tout le monde se dit, ah ben cette fois-ci, il va vraiment tourner la page et reconnaître ces réalités qui ont fait l'objet d'un déni, n'est-ce pas, complet des élites françaises pendant si longtemps. Eh bien, pas du tout. Il va faire des reconnaissances, mais ultra limitées. Il va dire, oui, Maurice Audin, le militant communiste qui a été assassiné par les parachutistes français en juin 1957, a bien été assassiné par les parachutistes français, contrairement à ce qui se racontait auparavant. Oui, Ali Boumengel, l'avocat Ali Boumengel, ne s'est pas suicidé en mars 1957 pendant la bataille d'Alger, il a été effectivement assassiné par les parachutistes. Alors il fait cette reconnaissance, mais c'est des reconnaissances extrêmement précises, circonscrites, limitées, et comme si finalement ça pourrait suffire à ce qu'il appelle la réconciliation mémorielle, comme si le problème c'était de réconcilier des mémoires. Mais en aucune façon. Il peut y avoir des mémoires différentes de cette histoire-là. Les enfants, les petits-enfants reçoivent de leurs parents des représentations qui sont liées à les histoires anciennes, etc. Ça, c'est normal. Mais face au conflit des mémoires, comme on disait, le problème, ce n'est pas la réconciliation, ce qui n'a strictement aucun sens. Le problème, c'est de faire l'histoire. Or, là, on est toujours face à M. Macron, face à un président de la République française, qui se refuse toujours à dire l'histoire telle qu'elle est. Il dit c'est une affaire franco-française. Oui, en effet, c'est une affaire franco-française. Mais comment on va en sortir le jour où effectivement l'État va reconnaître, comme d'autres États l'ont fait, hein, les gouvernements allemands a présenté des excuses au peuple namibien pour les massacres de héros qui ont été commis dans les années 1910 en Namibie, n'est-ce pas? Le gouvernement britannique, qui était l'autre grande puissance coloniale de la période, a commencé, ça a été pénible, et là aussi, il n'y est pas allé facilement, il a fallu que des gens se battent, et voilà, à présenter des excuses face à des crimes coloniaux patentés qui ont lieu au XIXe siècle. En France, rien de tel. Donc, ça, c'est vraiment le volet français des déclarations d'Emmanuel Macron. C'est, en quelque sorte, le maintien d'une ligne politique qui consiste effectivement à nier, à occulter, à nier les crimes dont l'État français s'est rendu responsable de la pénétration coloniale, de l'invasion de 1830 à son expulsion en 1962. Mais il y a aussi un volet plus actuel, qui est celui de la mise en cause du régime d'Alger, qualifié pour la première fois d'organisation politico-militaire. C'est assez étonnant, ce contrepoint entre une négation ou une révision de l'histoire et une attaque, ou en tous les cas ce qui ressemble à une attaque frontale contre le régime. Comment expliquer ça d'un point de vue français? Quel est le message que Macron a voulu passer aux Français en faisant cette association entre histoire et actualité? Je ne sais pas si c'est un message qu'il voulait faire passer aux Français. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai que les gouvernants français, depuis que l'Algérie est indépendante, ils se sont prudemment tenus à distance, on peut dire, du régime algérien, quelle que soit sa nature. On est bien placé à Algeria Watch pour avoir dénoncé la nature, effectivement, de ce régime, mais avec des preuves à l'appui depuis longtemps. Rien de tel du côté des gouvernants français, qui, d'une certaine façon, ont préféré, poursuivre l'entreprise de dénégation historique, dont je parlais tout à l'heure, effacer ce qu'a été la réalité de l'oppression coloniale en Algérie, et puis on traite avec le régime algérien comme si c'était n'importe quel régime, on fait semblant de... Bon, aujourd'hui, d'une certaine façon, les choses ont évolué parce que l'Algérie, le gouvernement, enfin, l'Algérie a connu un mouvement majeur qui est l'Irak. Voilà, et c'est plutôt, d'une certaine façon, à toi que je peux poser la question, Omar, comment comprendre l'attitude de la France face à ce mouvement qui est un mouvement puissamment démocratique, puisque c'est la totalité de la population algérienne qui est descendue dans la rue pendant de longs mois, chaque semaine, etc., que le gouvernement algérien, du coup, est tombé une première fois, que les élections ont été repoussées, etc., etc. Donc le mouvement s'est arrêté, mais il est toujours là, il est toujours présent.
Et donc, pendant toute cette période-là, le gouvernement français s'est bien gardé de prononcer la moindre parole favorable à l'enthousiasme démocratique, bien entendu, exprimé par le peuple algérien. Et donc, voilà. L'opinion algérienne ne se berce d'aucune illusion s'agissant du soutien officiel français au régime algérien. On sait qu'ils sont de connivence, on sait même qu'ils sont associés en affaires, on sait bien que les réseaux de commissionnement mafieux sont franco-algériens ou algéro-français. On sait qu'il existe une très grande proximité et que le silence des pouvoirs publics ou des autorités françaises est un silence coupable, est un silence de dissimulation. Ça, personne en Algérie ne l'ignore. Ce qui nous a, nous, surpris, effectivement, c'est cette attaque nuancée contre le régime, parce qu'il prend bien soin de dire qu'il avait essayé de soutenir le président Tebboune en faisant mine de croire que ce président, qui est totalement une marionnette désignée par les décideurs militaro-sécuritaires, avait une quelconque marge de manœuvre. Et M. Macron sait pertinemment qu'il n'en est rien. Donc en essayant de présenter Tebboune comme l'otage du système politico-militaire, pour reprendre cette formule, je crois qu'il y a déjà ici une volonté manifeste d'induction en erreur. Est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire à ce moment-là que c'est même en fait une manœuvre tout simplement pour consolider, conforter le régime algérien réel? C'est une façon de redonner une certaine crédibilité au régime en lui permettant de s'instaurer en tant que défenseur de l'histoire politique algérienne. Là, il a très clairement chargé le régime algérien de dire que non, il existait une Algérie avant l'indépendance, et il a quasiment corroboré le fait que la thèse algérienne officielle que le Hirak serait une manœuvre d'inspiration étrangère. En synthèse et en bout du compte, c'est à ça qu'arrive la conclusion. Donc on peut dire qu'en dénonçant, entre guillemets, le régime comme politico-militaire, c'est le baiser de la mort au mouvement populaire, d'une certaine façon. C'est ça qui est vraiment pervers comme, tout à fait. Et comme ça motivation. Et ça correspond au machiavélisme du personnage et à son double discours permanent du « en même temps ». On voit bien, on a tous compris qu'en fait, sous couvert d'une critique extrêmement violente, il y avait comme une sorte de clin d'œil et d'invitation formulée au régime algérien pour qu'il défende son point de vue. Et donc qu'il monopolise le discours sur la vérité historique de ce que fut la colonisation. Moi, je voudrais réagir sur cette histoire du « en même temps ». Parce que je pense que c'est en effet une des formes les plus perverses, on peut dire, de gouvernement de la part d'un chef d'État français depuis le début de la Ve République, quoi. Parce que ce « en même temps », on le retrouve un peu dans tous les domaines dont nous sommes en train de parler. On le retrouve, quand je disais tout à l'heure, il reconnaît la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin ou d'Ali Boumengel, et il dit on va ouvrir toutes les archives pour faire la vérité sur ce que furent les exactions des militaires français pendant la Seconde Guerre d'Algérie, et en même temps, il change la loi pour verrouiller plus que jamais l'accès aux archives, et en particulier l'accès aux archives de la guerre d'Algérie. C'est quand même, ça dépasse proprement l'entendement, quoi. Ce garçon est un... Et donc, je pense que, en fait, en passant son temps comme ça à dire blanc et à faire noir, ou à dire noir et à faire blanc, il introduit de la confusion et il fait le jeu. Alors, tu parlais il reprend les thèses de l'extrême droite, mais bien entendu, il reprend les thèses les plus colonialistes de l'OAS, etc. En même temps qu'il va dire qu'il n'est évidemment pas d'accord, mais du coup, il crée une confusion que les médias s'empressent de répercuter à foison dans les chaînes d'information en continu, etc. Et comme si en fait, c'est aussi une tactique franco-française, si j'ose dire, pour arriver à empêcher précisément que des mobilisations, de vraies mobilisations anti-impérialistes venant des Français ou venant d'origine, entre guillemets, française ou d'origine indigène, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'on appelle le mouvement décolonial, pour eux, c'est l'ennemi numéro un. Et donc, il va nous traiter, nous,
qui essayons de raconter ce qu'a été l'histoire coloniale, ce qu'ont été ces horreurs, et pour essayer d'en finir, pour que ça ne se reproduise plus jamais, on va nous traiter d'islamo-gauchistes, etc., etc. Et là, on rejoint toute une problématique, toute une casuistique absolument désastreuse et très profondément réactionnaire, qui n'a que pour objectif, finalement, de tout changer pour que rien ne change. C'est ce qu'explique un livre que je me permets de citer, là, qui vient de sortir, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui est sortie aux éditions du Seuil, dont je conseille à tout le monde la lecture, parce que justement, il raconte à la fois la genèse de cette France-Afrique que j'avais évoquée tout à l'heure, mais il montre comment cette France-Afrique, elle est toujours là, et comment cet empire d'hier, ceux qui le dirigent aujourd'hui, d'une certaine façon, font en sorte qu'il continue à perdurer, au plus grand profit des oligarques, etc. Oui, donc finalement, cette déclaration et le psychodrame qu'elle suscite, elle a eu un seul point de vue positif, un seul effet positif de mon point de vue, c'est qu'on a interdit le survol de l'Algérie à l'aviation militaire française. Je trouve que c'est une excellente chose, puisque il n'est pas normal qu'un État africain autorise une aviation militaire extracontinentale à survoler son territoire pour aller bombarder des pauvres diables au Sahel ou ailleurs. Voilà. Donc, en dehors de ça, la menace de diviser par deux le nombre de visas spécifiquement pour s'attaquer à la nomenclature algérienne a fait sourire tout le monde. On sait très bien que ces gens n'ont pas besoin de visa. Ils ont très souvent la double nationalité, les deux passeports, etc. Ils ont tout souvent la double nationalité et on voit mal les services consulaires refuser un visa à des autorités influentes à Alger. On aurait été bien plus convaincu par la volonté de mettre en cause la nomenclatura si M. Macron nous avait donné une idée de ce qu'est le patrimoine de cette nomenclatura en France. Donc je pense que cette crise est une crise de dupes dont la victime principale serait un peu l'opinion publique française qui est appelée prise en otage en quelque sorte de son histoire et l'opinion algérienne qui est confrontée à un impossible dilemme de choisir d'accepter cette espèce d'onction française, d'onction néocoloniale du Hirak, ou de s'adjoindre ou de soutenir le régime face à cette agression verbale. Alors, on est vraiment dans une situation un peu compliquée politiquement. Mais on a le sentiment qu'en Algérie, quand même, l'opinion est tout à fait lucide oui. Sur la nature des agressions du chef de l'État français. Oui. Alors qu'en France, tu disais, oui. On est pris dans notre histoire, on est pris dans la falsification de l'histoire, oui, dans la négation de l'histoire. Absolument. C'est plus difficile en France, parce qu'en plus, on n'est pas relié. C'est-à-dire que... Sauf que ces déclarations interviennent malgré tout dans un contexte géopolitique particulier, dont nous sommes obligés de tenir compte. Il y a un très net encerclement de l'Algérie qui s'opère à travers les alliances de la monarchie marocaine avec Israël, à travers la déstabilisation accentuée au Sahel, nourrie d'ailleurs par l'intervention française, mais aussi par les interventions des potentats du Golfe Persique, notamment les Émirats arabes qui jouent un rôle de déstabilisation très accentué depuis plusieurs mois, et également à l'Est par l'alliance du maréchal Haftar avec les Émirats et avec Israël. Donc il y a un mouvement géopolitique autour de l'Algérie. Et ce discours du président Macron en ce moment, au moment où il y a une montée de la tension avec le Maroc, est peut-être à prendre en considération. Surtout que ce qu'il met en cause dans ce discours, ce n'est pas seulement le régime, mais c'est l'Algérie tout entière. En prétendant que l'Algérie n'existait pas avant l'invasion coloniale, qu'est-ce qu'il nous dit en termes de géopolitique? Ça implique un certain nombre de conséquences. Si l'Algérie n'existait pas avant 1830, elle peut très bien cesser d'exister un jour ou l'autre,
où on peut très bien en revoir la configuration. Donc ces propos sont extrêmement graves et méritent d'être pris sous tous les angles et d'être analysés avec la plus grande prudence. Bon, cela dit, le président Macron a l'habitude des déclarations plus ou moins légères. On se souvient de sa visite au Liban où il avait ordonné à la classe politique libanaise de créer un gouvernement dans les 15 jours, faute de quoi, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. En tous les cas, un an après, il n'y avait toujours pas de gouvernement. Ces déclarations du président Macron sont à prendre en compte, et sont quand même relèvent d'une sorte de menace qui ne dit pas son nom, oui, et pas seulement contre le régime. Mais en même temps, moi je le vois comme un aveu de faiblesse, parce que c'est de fait, quand on voit toutes les interventions géopolitiques de la France depuis ces dernières années, rien n'a abouti. Ils ont été évacués de Syrie, du Liban, c'est un échec au Sahel. Ils ne pèsent d'aucun poids dans la négociation avec l'Iran, et la flèche du Part, c'est quand même le traitement avec le plus grand mépris dont la France a été l'objet par les Américains lors du contrat des sous-marins avec l'Australie, et la manière dont l'armée américaine est sortie d'Afghanistan sans aucunement consulter les autorités françaises. Donc si le poids diplomatique de la France est en chute verticale, on le voit bien, on le mesure. Et du coup, et ça c'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que d'une certaine façon, De Gaulle avait réussi ce tour de Bonneto incroyable, d'effacer l'histoire coloniale, comme je le disais tout à l'heure, en disant désormais la France est une puissance mondiale, n'est-ce pas, une grande puissance, grâce à l'arme atomique, voilà, le nucléaire. Mais c'est vrai que depuis la fin de la bipolarisation, depuis la chute du mur de Berlin, cette arme nucléaire, elle sert strictement à rien, n'est-ce pas? Et donc, les gouvernements français, là ça remonte pas, c'est pas seulement Macron, hein, c'était Sarkozy et Hollande, c'est exactement la même chose. Finalement, d'une certaine façon, c'est là que je dis que c'est un aveu de faiblesse, parce qu'ils savent que ce qui faisait la puissance française, entre guillemets, n'est plus là, ne sert plus à rien, que la France est une puissance de second rang, de fait, et ils veulent faire comme s'il était toujours une puissance de premier rang. Et elle devient d'autant plus arrogante, d'autant plus donneuse de leçons, comme M. Macron, ça il sait faire, donner des leçons, dire au reste du monde tu dois faire ci, tu dois faire ça, que de fait ils sont affaiblis, très très affaiblis. Et donc moi je pense qu'il faut aussi dire cela, n'est-ce pas, prendre conscience du fait que cette classe politique en France, qui essaie de garder toujours les oripeaux de la République coloniale, n'est-ce pas, et raciste de surcroît, et qui entretient ces sentiments néfastes, très, très mortifères pour la société, eh bien que elle est beaucoup plus faible qu'on ne le pense, et que je pense qu'il est important que beaucoup de Français, de jeunes et de moins jeunes, qui se mobilisent justement contre tout ça, prennent conscience qu'ils ne sont pas si isolés que ça, et que c'est notre mobilisation à nous, et là c'est vraiment une responsabilité en effet des citoyens français, tout simplement, de défendre une république qui soit une république débarrassée de cette histoire coloniale. Pour cela, il nous faut la dire, il nous faut la reconnaître, il nous faut l'admettre. Il ne s'agit pas de s'excuser ou de faire de la repentance, ça n'a aucun sens, c'est absurde, mais de dire qu'aujourd'hui, voilà, on refuse ceux et celles qui continuent à faire comme si l'Empire qui ne veut pas mourir, quoi. On était toujours à la tête d'un empire colonial et qui traitait une bonne partie de l'humanité comme des gens de second rang. Des sous-hommes. Des sous-hommes. Non, le fait est que c'est l'argument que tu cites, là, de la repentance ou des excuses, est un argument complètement fallacieux. On sait bien que c'est derrière cela que s'abrite une partie des théoriciens du néocolonialisme pour refuser de regarder leur histoire en face. Moi, sans parler au nom de qui que ce soit, je n'ai jamais entendu d'Algériens demander la repentance, ou même demander des excuses. Les seules excuses que l'État français doit présenter, c'est au peuple français, de l'avoir entraîné dans des circonstances et dans des conditions qui sont inacceptables et qui ne sont pas en ligne avec les valeurs profondes de la société française, de solidarité, d'humanisme, etc. Donc, s'il y a excuse et repentance, c'est vis-à-vis du peuple français que cette administration doit se résoudre à effectuer. Pour ce qui nous concerne, nous, notre histoire, nous la connaissons bien.
Nous savons parfaitement quelle a été la conséquence de la présence coloniale française. Sur les 10 millions d'Algériens en 1962, je le dis souvent, la mission civilisatrice a réalisé 92% d'analphabètes. Sur les 10 millions d'Algériens, il y avait 1500 étudiants dans le supérieur, il y avait un seul ingénieur en travaux publics qui a été tué par l'OAS. Donc après 132 ans de présence, le bilan, sans parler des exactions, des crimes, des enfumades, des massacres de masse, de la torture, ce simple bilan humain est tout à fait explicite. Vouloir prétendre que l'Algérie n'existait pas avant 1830, en mettant en cause le califat ottoman comme une entreprise coloniale, est une contre-vérité historique ridiculement inepte. Au début du XVIe siècle, au moment où l'Espagne arrivait sur les rives d'Afrique du Nord, il fallait se défendre contre cet expansionnisme-là. Les dirigeants algériens de l'époque ont fait appel à la porte. Et c'est comme ça que nous avons résisté pendant longtemps à Charles Quint, hein, voilà, et aux menées agressives de la chrétienté en Afrique du Nord. Donc prétendre que la régence d'Alger ne recevait pas d'ambassade, ne signait pas de traité, n'avait pas de drapeau, ne collectait pas l'impôt, donc avait toutes les fonctions d'un État, c'est méconnaître l'histoire, ou alors mentir. On ne sait pas à ce niveau si la méconnaissance de l'histoire ou le mensonge font partie du bagage de cette nouvelle génération d'hommes politiques français qui, depuis la fin du mandat de Jacques Chirac, s'est succédé aux commandes de l'État. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une méconnaissance complète de l'histoire, plus que du mensonge. Ils sont tout simplement ignorants, on n'apprend pas. Rappelle-toi le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, où l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, alors que, moi-même j'ai publié pas mal de livres sur la profondeur, l'épaisseur, la richesse de l'histoire, des histoires nationales ou d'Afrique depuis des siècles, n'est-ce pas, des siècles. Les Français, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que pendant la colonisation, on a considéré qu'on a encore une fois déshumanisé les indigènes pour en faire des êtres, des analphabètes, des imbéciles, des gens sans culture, etc. On a complètement ignoré tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, on pourrait peut-être conclure là-dessus, parce que pour moi, je pense que si on se bat, on est un certain nombre de militants anti-impérialistes et anticolonialistes à se battre pour l'histoire. C'est ce que nous faisons avec notre site histoirecoloniale et postcoloniale.net, hein, que là aussi j'invite les auditeurs à consulter, où on essaie de donner à comprendre et à voir ce qu'a été cette histoire dans toute sa complexité. C'est que ce n'est qu'en maîtrisant et en connaissant tout ça qu'on pourra se débarrasser de ceux qui aujourd'hui, justement, des Macron et compagnie, qui instrumentalisent et qui nient la réalité de ce qu'a été la République raciste, et avant elle, les monarchies esclavagistes. Oui, c'est particulièrement significatif aujourd'hui, à la veille du 17 octobre 2021, qui est l'anniversaire d'un massacre d'État commis par la police française contre des manifestants algériens désarmés et pacifiques, cette police sous les ordres du criminel collaborateur Maurice Papon, qui fut plus tard nommé ministre, comme Bijard, les crevettes Bijard, on se souvient de ce que furent ces Algériens jetés dans la baie d'Alger et que la police repêchait par dizaines ou par centaines, et comme ce Bijard qu'on a nommé secrétaire d'État. Donc les criminels de guerre en France sont recyclables dans des positions d'autorité. En ce 17 octobre 2021, je pense qu'il est bon de signaler aussi la sortie de plusieurs ouvrages, notamment celui de Jim House et de Neil McMaster, Paris 1961. Celui de Fabrice Reseputi aussi, qui est pareil, les deux sont des rééditions actualisées. Ici, on voyait les Algériens, c'est sur le travail de Jean-Luc Enaudi, qui est finalement le premier, un des premiers, disons, non-historiens de l'académie, hein, pas universitaire, à avoir travaillé pour révéler cette vérité. Voilà. Donc cette affaire du 17 octobre, effectivement, elle est importante, parce que ce n'est pas 3 morts, comme on l'a dit à l'époque déjà. Pour dire que le mensonge est consubstantiel de cette République raciste,
ils envoient la police massacrer les manifestants algériens pacifiques et disent il y a 3 morts. En fait, il y en a eu, on ne sait pas, on ne le saura jamais, mais au moins 200, peut-être 300, voire plus, n'est-ce pas? Eh bien, donc ça, on attend de voir ce que va dire le président sur le 17 octobre. Il a annoncé qu'il allait dire quelque chose. Mais il faut le reconnaître. La reconnaissance de ce massacre, n'est-ce pas, doit être vue comme une étape, simplement, dans la reconnaissance plus large que j'appelais de mes voeux tout à l'heure sur la réalité de l'histoire coloniale. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain pour conclure, c'est que au-delà de ces péripéties, ce qui est sûr, c'est que la vraie réconciliation des peuples aura lieu tôt ou tard, mais elle aura lieu non pas sous la lumière blafarde des mensonges d'État, mais au contraire sous le soleil éclatant des vérités historiques. Il faut le souhaiter et œuvrer dans ce sens-là. Pour en finir sur la situation de l'Algérie aujourd'hui, confrontée à une répression policière extraordinaire. Il y a plus de 2000 personnes qui sont soit en prison, soit sous contrôle judiciaire, et beaucoup d'autres sont harcelés quotidiennement par la police dans un contexte de crise économique, de hausse des prix. Il faut dire que le combat continue. C'est un combat pacifique, c'est un combat non violent pour la démocratie, pour la liberté publique, et que les Algériens ne comptent sur absolument personne d'autre qu'eux-mêmes pour mener à bien ce combat. Le Hirak des Algériens n'a pas besoin ni de l'onction, ni de la critique de qui que ce soit à l'extérieur du pays. C'est ce que je tenais à dire aujourd'hui.